puisque la musique est la mère de la littérature, de la poésie, de même que la pensée, et même la pensée économique, qui a été mise à mal tout à l'heure par un de ses praticiens. Il faut voir ça avec l'humour qui caractérise Éric Orsena, qui adore non pas s'effacer comme le faisait La Fontaine, mais s'imposer par la dérision de ce qu'il a pratiqué lui-même, ce qui est merveilleux. C'est un exercice de miroir, et nous avons assisté à un échange de miroirs digne de celui d'Archimède à Syracuse quand il a détruit l'armée des Carthaginois par cette habileté physique. Je trouve donc que ça a été un moment précieux, un moment de création musicale bien sûr, et d'intelligence profonde de ce qui fait la nature même de ce que nous cherchons, c'est-à-dire l'expression de ce métier de la vie qui ne peut s'exprimer que par un des instruments auxquels je suis profondément attaché, et c'est peut-être un signe de gâtisme non pas précoce mais éternel, qui est le fait que je choisis de parler des mots. Et les mots nous disent toujours quelque chose d'autre que ce qu'ils ont l'air de dire. Lorsqu'on parlait de poésie tout à l'heure, ne pas oublier que ça vient du verbe poere, qui veut dire créer. Poésie et création. Et pourquoi la langue française a-t-elle choisi, par exemple, de faire que l'auteur d'une musique est un compositeur, alors qu'on aurait très bien pu le dire du poète, de l'écrivain ou de tout autre créateur ou de l'architecte, par exemple. Et ça, ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, parce que la réponse, elle est un petit peu comme avec le moustique pour l'histoire de la vie. Dans l'histoire de l'homme, elle est dans la profondeur des mots. Et la profondeur des mots nous dépasse toujours et nous raconte quelque chose qui peut être extrêmement drôle. Tout à l'heure, Éric Orsena a dit quelque chose de très fondamental en parlant du mensonge. Le mensonge est une des caractéristiques essentielles du langage. Je suis persuadé que c'est pour mentir que le langage a été créé. Les animaux savent mentir par leur comportement, mais ils ne peuvent pas mentir sur quelque chose d'absent. L'homme est le seul qui peut le faire. Il peut inventer le passé, il peut avoir cette chose que les Grecs ont immédiatement su nommer, et ça c'est extraordinaire à cette époque, à partir du 7e, 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne, que cette langue a su nommer des choses que maintenant nous confondons. Par exemple, il y a deux types de langage qui sont mythos, le mythe, et logos, qui est à la fois le langage et la raison. Mais le mythos est toujours présent là. C'est-à-dire que le langage est capable à la fois de mentir et de dire la vérité, de trouver la vérité de l'être humain, et en même temps de la masquer et de tromper l'autre. C'est-à-dire expression et communication. C'est les deux fonctions du langage. Donc, quand on me dit que l'étymologie, encore une fois, une tromperie des mots, vous savez, Jean Paulhan a écrit un charmant essai qui est sur l'étymologie, dans lequel il dit l'étymologie fait sa propre réclame, parce que étymos c'est la vérité et logos c'est le langage. Donc l'étymologie, ça serait le langage vrai. Et quand on me parle de ma passion pour l'étymologie, que j'essaye de faire partager au maximum de mes contemporains, je dis toujours non, l'étymologie n'est pas la vérité du mot, c'est son plus ancien mensonge. Et je pense que cela traduit cette espèce de volonté d'expression, à la fois de tromperie et de vérité, de mener vers la vérité et de raconter des blagues extravagantes, qui sont par exemple la mythologie, lesquelles disent une vérité qui est plus vraie que la vérité vraie. C'est-à-dire qui dépasse la raison. Et le dépassement de la raison par la littérature ou par la musique, c'est justement cela qui fait son côté extrêmement précieux. La Fontaine est un exemple absolument merveilleux. Moi, j'en ai un autre qui ne me quitte jamais, c'est Rabelais, parce qu'on y trouve tout et le reste, et surtout une exaltation de la langue française qui est extraordinaire. Et je nuancerai ce que disait Éric Orsena sur la pauvreté du vocabulaire de La Fontaine. Elle n'est pas si grande que ça, parce que Racine, oui,
c'est-à-dire que c'est l'économie la plus totale, mais c'est l'économie la plus moderne à son époque. Alors que La Fontaine a deux vocabulaires, le vocabulaire de son temps et un vocabulaire du passé, ce qui était tout à fait perçu à l'époque, où on disait qu'il donnait dans le style marotique. Et il y a chez La Fontaine cette tradition du passé qui est intégrée dans le présent et qui dit l'avenir, c'est vraiment les trois dimensions. Et j'aime en ce moment, parce que c'est là-dessus que je travaille, rappeler que La Fontaine doit énormément à l'Italie. Les contes ne savent pas ce qu'ils sont sans Boccace, c'est une évidence. Le thème du coquillage est un thème d'ailleurs médiéval, bien avant Boccace au Moyen-Âge, ça n'a pas arrêté pendant des siècles et des siècles. Et d'un autre côté, je ne pense pas que les fables diraient ce qu'elles disent encore sur la politique, y compris sur la politique toute contemporaine, qui est héritée de Machiavel. Il y a chez La Fontaine, et il y avait un essai dont j'ai oublié le terme, que j'avais beaucoup aimé quand j'étais adolescent, qui était La Fontaine Machiavel français. C'est assez fort comme réaction. Voilà ce que je voulais ajouter à ce que j'ai dit, mais je reconclue sur mon début, c'est-à-dire merci, et un merci admiratif.